Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Élise Darfeuille. Bonsoir Éric Brunet, bonsoir à tous. Autour de la table, nous avons une constitutionnaliste, Anne-Charlène Bézina. Bonsoir. Nous avons un éditorialiste de BFM TV et du Figaro, Yves Tréhard. Bonsoir. Un journaliste éditorialiste à Challenge, Maurice Safran. Bonsoir. Et nous accueillons Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir, avec Philippe Ballard. Des propos qui viennent d'être tenus par Marine Le Pen. Vous tombez à pic. Il y a une heure, vous tombez à pic, dans une interview qu'elle donne au quotidien Le Parisien. Exactement, elle répond aux questions de nos confrères du Parisien. Et voilà ce qu'elle dit. Je me prépare à une présidentielle anticipée par précaution, compte tenu de la fragilité d'Emmanuel Macron, du peu de levier institutionnel qui lui reste. Sa situation est très fragile. Elle dit aussi dans cette interview, il y a beaucoup de raisons qui pourraient pousser Emmanuel Macron à mettre fin à son mandat. Et elle ajoute aussi, Emmanuel Macron, c'est fini ou presque. Mon propos n'a pas vocation à être cruel, c'est une réalité institutionnelle. Alors, elle a déjà dit qu'elle se préparait à une présidentielle anticipée, mais cette fois, c'est pas pareil quand même. Elle y va fort là. Déjà, alors on va passer les sondages. 82% d'opinion défavorable pour Emmanuel Macron, mais peu importe. Dans la situation de crise politique que l'on connaît, c'est ce que Marine Le Pen dit à la presse, nous dit en réunion de groupe. Il y a trois possibilités. Un remaniement, bon, de toute façon, il n'y a même pas de gouvernement, donc c'est pas la peine. Une dissolution, c'est pas possible avant l'été prochain. Donc il y a une dernière option. Encore une fois, on n'appelle pas à la démission, contrairement à d'autres d'Emmanuel Macron, mais la question qui se pose, et Marine Le Pen a souvent cette formule, est-ce qu'à terme, il pourra rester ? Voilà, donc, si la question est posée, autant se préparer à une réponse. C'est une manière d'appeler à la démission. Non, mais il y a une forme d'hypocrisie que Marine Le Pen appelait à la démission d'Emmanuel Macron. Il y en a d'autres qui le font, y compris dans l'hémicycle, ou des responsables politiques qui se situent à gauche. Non, mais il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que Emmanuel Macron, si cette crise politique qui pourrait peut-être déboucher, mais je pense que vous poserez la question sur une crise, cette fois institutionnelle, de régime, qu'est-ce qui reste comme peur de sortir ? Cela dit, vous avez reçu, sans le savoir, vous n'étiez pas là il y a quelques minutes, un coup de main providentiel de l'éditorialiste à côté de vous, Yves Tréhard, qui disait « Si jamais le gouvernement de François Bayrou échoue, il n'y aura pas tellement d'autres solutions pour Emmanuel Macron que la démission ». Vous l'avez bien dit. Institutionnellement, il y a une autre solution, c'est de retrouver un autre Premier ministre, mais je pense que le pays sera dans un état de tension important et que la pression sera très forte pour le président de la République, si tant est, parce que c'est ça qu'on n'a encore jamais vécu. Mais on va peut-être le vivre un jour, si jamais M. Bayrou, ça marche pas avec son nouveau gouvernement, c'est que plus personne ne voudra assurer cette fonction. Si vous avez faute de combattants, ça sera compliqué. Parce que c'est un risque énorme. Alors, M. Bayrou, ça va, il a sa carrière, c'est absolument pas offensant, mais derrière lui, d'une certaine façon, même si il atteint un poste qui est un poste de maréchal. Mais il faut trouver quelqu'un qui accepte de faire ce job. Si ce job, c'est pour un temps limité, au bout d'un moment, il n'y aura plus de candidats. Enfin, il a commencé il y a 4 jours. Vous allez peut-être lui laisser sa chance quand même. On l'a toujours dit, mais en fait, quand on rembobine le film, on a l'impression de se retrouver au mois de septembre, octobre. Pour Michel Barnier, c'était pareil. On n'a pas voté, par exemple, la censure déposée au mois d'octobre par le nouveau Front populaire. On lui a laissé sa chance. Malheureusement, après, on connaît la fin du film. On la connaît. Là, dont acte, on ne va pas voter. Il n'y a pas de motion de censure préalable de notre part. On va attendre et voir. Mais enfin, il y a un paramètre quand même qu'il faut prendre en considération. La semaine dernière, sur BFM, il y avait une émission qui s'appelle Le Forum. C'était lundi dernier. Alors, j'ai regardé parce que j'y participais. Il fallait écouter, c'était très représentatif. Il y avait 20 Français. Le degré, et moi je l'ai mesuré dans ma circonscription, le degré d'exaspération, de ras-le-bol envers la situation que l'on connaît, la classe politique, il faut bien le dire, mais nous on ne se sent pas responsable, parce que quand cet échantillon nous disait mais travaillez ensemble, faites des compromis, nous on est à l'aise, Nous on a voté, le groupe Rassemblement National, des textes qui venaient du nouveau Front populaire, qui venaient de la Macronie. Dans l'autre sens, c'est zéro, jamais. Donc on n'a pas de leçon à recevoir, mais il faut faire attention à ce degré d'exaspération qu'il y a auprès de l'opinion publique. Alors pardon, mais quand j'entends parler de réalité institutionnelle autour du fait que la démission d'Emmanuel Macron serait une solution à, et je vous cite, le ras-le-bol en réalité des Français de la situation politique. Moi je crois qu'on leur doit des réponses précisément à propos de ce que ça changera
changera une élection présidentielle anticipée. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème vient du rôle et de la place du président de la République, dont, à part quelques sorties à l'international, on est bien d'accord que le rôle est très limité, puisque justement, on a parlé d'une situation de quasi-cohabitation. La tripartition de l'Assemblée nationale, les sondages sont formels. À partir du moment où il y a une dissolution qui ne pourra pas avoir lieu avant l'été, elle est absolument la même. C'est mal connaître les institutions que de considérer qu'un président de la République est plus puissant qu'une majorité à l'Assemblée. Parce que sans majorité à l'Assemblée, et c'est précisément ce que la dissolution de 2024 a fait échouer au RN, c'est-à-dire que s'il y avait eu une majorité absolue, et je crois que c'était un très mauvais calcul du président, parce que si vous aviez eu la majorité absolue et le gouvernement, pour moi, vous aviez absolument les pouvoirs les plus importants de la Ve République. Mais changer aujourd'hui le président de la République avec la même assemblée, ou alors une assemblée dissoute, mais qui redonnera à peu près le même étiage cet été. Ça ne changera absolument rien. Donc en fait, on est en train de dire aux Français que l'élection présidentielle anticipée changera la situation institutionnelle, renverserait la table, alors que ce n'est pas, excusez-moi, je réagis à la réalité institutionnelle, ce n'est pas la réalité institutionnelle. Un président de la République qui sera à nouveau face à cette tripartition de l'Assemblée nationale aura les mêmes moyens que lui, c'est-à-dire... Le professeur de droit constitutionnel que vous êtes, évidemment, vous avez complètement raison, mais dans la politique, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est la psychologie. Oui. Mais quelle psychologie permettra aux Français de se sentir sortir Psychologie. Oui, mais qui veulent sortir de l'ornière. Comment est-ce qu'on sort de l'ornière si on change la mauvaise tête? Je voudrais poser à Philippe Ballard une question à laquelle il ne répondra sans doute pas. Ah bon, alors. On va essayer. Il y a une accélération politique de Marine Le Pen avec cette interview dans Le Parisien qui est incontestable dans la façon dont elle présente les choses. C'est vrai qu'elle ne demande pas la démission, c'est tout à fait vrai, mais elle passe une vitesse supérieure. Est-ce que ce n'est pas lié à ses ennuis judiciaires? Est-ce qu'elle n'est pas... Non, mais oui, mais la réponse d'Yves Tréhard est très intéressante, mais je préfère encore celle de Philippe Ballard. Parce qu'on nous posait la question au moment du vote de la censure sur le budget. Oui, bien sur vrai, le budget. Oui. Et on faisait remarquer à juste titre que nos premières critiques émises contre ce budget dataient de la mi-octobre. Alors que le réquisitoire, j'ai plus la date, mais c'est mi-novembre. Mais vous n'avez soumis aucun amendement. 13 novembre, voilà. Mais là, c'est pas le cas, aujourd'hui. Non, mais là, il y a pardon, mais il y a une crise politique, ça personne peut le nier. Donc la façon d'y remédier. Alors moi, je suis pas constitutionnaliste, mais on lit quand même. Vous répondez pas à ma question. Non, mais non, non, c'est non. Ma réponse c'est non, voilà. Ouais, mais non, bien. parce que quel lien. Enfin, est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron se lever un matin en disant pour faire plaisir à Marine Le Pen, parce que attention, potentiellement, là c'est un réquisitoire, le jugement c'est le 31 mars. C'est très vite le 31 mars. Donc pour faire plaisir à Marine Le Pen, il va dire allez, je démissionne, comme ça on va faire une présidentielle anticipée. Marine Le Pen peut contribuer à faire tomber le gouvernement. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Encore une fois, on va laisser sa chance à François Bayrou, on va attendre le budget, c'est le premier texte, mais si on garde le même budget, si c'est encore pire, oui. Mais vous avez rétabli la double investiture de l'histoire en réalité, parce que vous ne démettez pas à la nomination, mais vous démettez au premier texte. Parce que, excusez-moi, mais les revendications qui étaient les vôtres, au premier texte, on aurait aimé les voir sur des amendements dans la discussion parlementaire. Des amendements, on en a déposé, oui. Oui, mais on en a même fait adopter 40. Ces amendements-là, vous n'avez pas contribué à les faire adopter en CMP. Vous avez finalement, à chaque fois, alimenté une négociation en tête-à-tête avec le Premier ministre. Est-ce que ça n'est pas une mécanique de censure? Vous connaissez, la composition de la CMP, et deux, moi je voudrais quand même revenir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est aussi un peu fondamental, mais moi on lit, puis on s'enseigne quand même, il y a des constitutionnalistes qui nous disent, alors c'est vrai que dans la Constitution il y a marqué pas de dissolution avant un an, donc le 7 juillet a priori, mais il y en a d'autres qui ont tendance à dire, en cas de situation exceptionnelle, ça ne s'est jamais produit qu'un président de la République démissionne. En cas de situation exceptionnelle, on ne change pas le texte de la Constitution. Avant la dissolution possible. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre interprétation. Monsieur le député, comment avez-vous trouvé votre Premier ministre dans l'hémicycle cet après-midi devant les députés? C'était vraiment baptême du feu, c'était assez chaud. Je vous propose de regarder d'ailleurs un petit panorama de ce qui s'est passé cet après-midi, mesdames, messieurs, alors que vous n'étiez peut-être pas devant BFM TV à l'Assemblée nationale. L'urgence démocratique, l'urgence toujours prégnante du pouvoir d'achat et d'une fiscalité plus juste, l'urgence de l'hôpital et de l'accès aux soins partout sur le territoire, l'urgence enfin sécuritaire et migratoire qui s'aggrave de jour en jour malgré les postures et les grands mots. Alors face à cet Himalaya de défis, pouvez-vous décliner devant la représentation nationale les priorités qui seront les vôtres? Comment reconstruire Mayotte, son aéroport, ses infrastructures, ses écoles, son fonctionnement qui fait que la République est partout chez elle. À cet instant et avant tout,
La République doit porter secours par tous les moyens à Mayotte et à ses habitants. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Le mépris est éprouvé d'autant plus rudement quand la souffrance est là. Je le dis sans esprit de polémique, mais avec gravité, votre place n'était pas à Pau. L'urgence n'était pas au retour du cumul des mandats, mais aux inquiétudes des Françaises et des Français, et d'abord des Mahorais. Ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen s'exprime à ce sujet dans cette interview du Parisien et elle dit « Je ne veux pas porter de jugement définitif, je peux comprendre ce qui a pu pousser François Bayrou à faire ça, à aller à Pau, l'idée étant de lancer un signal aux Français qu'il reste un élu local. Mais compte tenu de la catastrophe, ça rendait la séquence un peu baroque. Finalement, vous êtes les moins féroces sur ce sujet, de ce que l'on voit des réactions de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui explique cette mansuétude ? Parce qu'on essaye d'être, on est, je pense, juste et équilibré dans nos raisonnements. Tout simplement, effectivement, on peut voir ce qu'a essayé de faire François Bayrou, se rendre à Pau, c'est le local, c'est un peu les territoires contre la métropole et contre les sachants qui sont à Paris. Par contre, quand elle emploie le mot baroque, c'est dans les métropoles souvent. Mais c'était baroque, oui, il y a une vraie catastrophe qui s'est passée à Mayotte et qui malheureusement se poursuit. Alors on n'a pas, vos équipes, je crois, viennent d'arriver, on va avoir des images. Ça serait un département de la méropole. Je pense que de 6h du matin à minuit, vous seriez en édition spéciale. Oui, bien sûr. Nous, on en parle. Vous en parlez, oui, non, mais on en parle beaucoup. La question qu'on se pose, nous, c'est si ça avait été sur un département de la métropole, est-ce qu'il n'y aurait pas eu davantage de ministres, Premier ministre, etc., qui seraient rendus sur place C'est un peu démagogue ce que je dis, mais c'est une question qui est soulevée par beaucoup. Je ne suis pas de porte-parole du gouvernement, vous l'avez remarqué. Effectivement, il y a des mesures de sécurité quand un Premier ministre, surtout à Mayotte, sécurité zéro, grâce, il faut bien le dire quand même, à une immigration complètement incontrôlée. Ça mobilise des forces de sécurité et la priorité doit être au sanitaire et à la logistique. Alors, le président de la République, je ne comprends pas cette forme de retenue de la part du Rassemblement national qui aurait pu sauter sur l'occasion. Oui. Pourquoi il ne le fait pas ? Oui, c'est assez étrange, effectivement. Alors, effectivement, on peut considérer que... mais il y a un pacte de non-agression très clair entre le RN et François Bayrou, là, aujourd'hui. Oui, là. Je pense qu'ils veulent la respectabilité. Ils prennent en compte, alors là... la France insoumise, les socialistes, tout à gauche, en fait, ils la prennent en compte parce qu'ils estiment qu'ils sont dans la respectabilité. Alors, ils alternent le chaud et le froid, vous savez, le Rassemblement national. Tout en disant qu'ils se préparent à une élection présidentielle anticipée. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est le mot, Philippe Ballard, le plus aimable de la journée. Parce que ce qui est... Quel mot ? Ce mot baroque. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les interviews que nous avons regardées après les questions d'actualité, le plus aimable et de loin, celui qui a quasiment défendu François Bayrou, c'est Jean-Philippe Tanguy. Du RN. Un des principaux responsables du RN. Donc, et quelques heures plus tard, il y a cette interview de Marine Le Pen. Donc, en effet, c'est difficilement compréhensible. Il n'a pas été très très bon, le nouveau Premier ministre, lorsqu'il a répondu aux questions des parlementaires sur sa présence à Pau, alors que certains lui auraient dit « tant qu'à prendre l'avion, vous auriez dû vous rendre à Mayotte ». Regardez les réponses de François Bayrou. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement, ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur. C'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. Et donc, j'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h.
je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. C'est son sujet, c'est ce qu'il a expliqué hier devant le conseil municipal. La lutte des gens de province, lui étant le chef, contre Paris. Ça a été tout son discours hier. C'est absolument démagogique. De mon point de vue, c'est absolument démagogique. Son exemple, le 7e arrondissement, comme par hasard, le plus chic de Paris, plus Neuilly, c'est totalement démagogique. Mais peut-être que ça fonctionne. Il y avait pas. Après, on peut se poser la question de savoir s'il devait aller à Mayotte ou pas. D'accord. La seule chose, c'est qu'hier et aujourd'hui et demain, parce que vous allez voir que ça va exploser à Mayotte. Et là, c'est-à-dire, ça va exploser à Mayotte. Quand on va avoir le bilan, le vrai bilan, qui va commencer à tomber, vous allez voir un peu. Tout va changer dans le pays. Tout va changer. Ça, j'en suis quasiment certain. Et on ne comprend pas pourquoi le Premier ministre n'est pas concentré là-dessus, surtout. C'est ça le principe. Alors, il y a 2 reproches qui lui ont été faits. Il faut rappeler quand même à ceux qui nous regardent. Cette réunion à Pau, au conseil municipal de Pau, alors qu'il y avait une réunion de crise place Beauvau sur la situation à Mayotte, et le fait qu'il n'y aille pas, finalement, là, dans les heures qui viennent. Donc, sur ce point, il faut quand même rappeler, Anne-Charlène Bézina, que le président de la République, dès hier, a fait savoir assez tôt qu'il se rendrait sur place. Et précisément, moi je pense qu'il y a 2 polémiques en une en réalité. Ce sera jeudi d'ailleurs. Il y a Pau, il y a la question du cumul des mandats, il y a ce qu'il a voulu lancer par rapport à cette localité, par rapport à Paris. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose là. Mais il y a un deuxième argument qu'on entend assez peu, c'est le deal avec le président de la République. C'est-à-dire que... il n'y a absolument aucune utilité sur place à la présence de 2 officiels, déjà pour plomber la population, et parce qu'en plus le ministre de l'Intérieur est au travail sur place pour lancer tous les moyens d'urgence. Donc moi je pense tout simplement que le président de la République s'y rendant, le Premier ministre s'est lui-même mis en retrait. Je pense que c'est vraiment ça le partage des attributions. Alors si ce narratif est le bon, et la belle histoire, la vraie histoire qu'il faut raconter, on ne peut pas dire que François Bayrou ait beaucoup de talent pour le storytelling. Parce que vous l'avez dit fort simplement, s'il avait dit ça cet après-midi devant les parlementaires à l'Assemblée nationale, tout était réglé en 2 minutes. Mais il l'a pas dit. Il l'a essayé. Hein. On voit bien qu'il y a le premier argument auquel il tient, qui est vraiment cette localité, défendre Pau, défendre l'idée qu'il est dans le cumul des mandats. Ce qui, à mon avis, est peut-être une erreur, c'est de vraiment tabler complètement sur ce premier argument. Et il essaye de distiller l'autre en disant le président de la République était attendu. Mais en fait, à mon avis, il fallait vraiment mettre les projecteurs là-dessus. Le président de la République est attendu à Bruxelles pour un sommet européen. Mais il a écouté Yves Tréhard hier sur BFM, et comme c'est un très bon politique, Bayrou, parce que c'est un très bon politique, il pense qu'il a raison, mais il a pris conscience dans la nuit que sur le plan politique et de sa relation avec les Français, c'est peut-être une faute très grave. C'est ça qui s'est passé. Et on l'a senti, il était totalement noué. Fébrile. Fébrile, noué, mal dans sa peau. C'était très clair cet après-midi. Philippe Ballard, même si vous voulez rester plutôt prudent sur la manière de critiquer ce déplacement à Pau, est-ce qu'effectivement vous reconnaissez que cet après-midi, ça fait quand même 40 ans qu'il fait de la politique, François Bayrou, il était un peu en dessous de ses capacités? C'est quand même une configuration, c'est la première fois qu'on voyait ça, parce que Gabriel Attal, le mercredi, mais il était tout seul, mais il avait quand même, il n'était pas tout seul en tant que tel, il est vraiment tout seul de tout point de vue, quoi. Il est le Premier ministre, il n'a pas de gouvernement. Bien. Il avait devant lui un hémicycle dont vous avez passé des extraits, on a bien compris qu'une très grande partie voulait quand même lui demander des comptes. Merci Philippe Ballard, merci chers amis.